Bon, on embarque. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à notre premier atelier de la conférence du Congrès. Je vais me présenter. Moi, je m'appelle Sam Watts. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis le PDG de Mission Bon Accueil ici à Montréal. Également un membre du CA de l'Alliance canadienne et aussi un membre du Conseil national du logement du Canada. Et c'est un privilège pour moi d'être votre modérateur ce matin. Nous avons 3 présentations. Les gens qui vont présenter vont se présenter également. Elles vont nous dire qui ils sont et d'où ils viennent. Et en plus, nous allons avoir une période de questions après. Je vais vous inviter également de parler dans le micro parce que quand on parle ici, tout est enregistré pour les gens en ligne et on veut certainement avoir la possibilité de bien vous écouter et d'entendre vos questions. Alors, sans retarder, notre première présentation, je t'invite à venir ici et 3 présentations de suite. Bienvenue. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Caroline Grimard, je suis professeure en travail social à l'Université de Montréal. Et je vais être accompagnée aujourd'hui de Sonia Blank, qui est architecte chez Architecture sans frontières Québec et qui est aussi étudiante au doctorat à McGill en architecture, et de Véronique qui est assise là, mais est avec nous. Donc Véronique Lapalme, une étudiante aussi à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Bien entendu, vous imaginez, les projets de recherche, c'est toujours composé. On est 3 personnes, 2 qui allons davantage parler. C'est composé d'énormément de personnes, d'acteurs, d'actrices, de partenaires. Nous sommes que les porte-paroles. En fait, on vous passe le relais de nos principaux constats. Donc, on a démarré il y a quelques années une programmation de recherche sur les questions d'architecture et d'itinérance. Ça a commencé avec une idée du directeur d'Architecture sans frontières qui se demandait qu'est-ce qui se fait en matière d'architecture, c'est quoi les précédents en matière d'architecture destinés aux personnes en situation d'itinérance. C'est sûr que les études en architecture, en tout cas ce que l'on a recensé, étaient moins des projets de recherche, mais plus des descriptions de projets d'aménagement. Et c'est à partir de tout ça qu'on a tenté de réfléchir quels sont les gestes d'aménagement qui se centrent sur le bien-être des personnes en situation d'itinérance. Il faut dire qu'à un certain moment, l'architecture puis le design étaient mobilisés par son aspect négatif. Tout ce qui concerne le design hostile, l'architecture hostile, en fait, puis tout ce qui sert de repoussoir comme pratique d'aménagement, qui repousse certaines personnes, dont celles qui nous intéressent, les personnes en situation d'itinérance, de l'espace public, qui les repousse aussi de certains espaces intérieurs, comme les centres commerciaux avec de la musique, ou de la lumière, toutes sortes d'irritants en termes de design et d'architecture. Et le présupposé d'ASFQ, donc Architecture sans frontières Québec, c'est sûr qu'il y a des pratiques d'aménagement qui servent le bien-être, qui sont vraiment là pour soutenir la cohabitation et toutes sortes d'éléments par rapport aux espaces. C'était aussi un moment où c'était la pandémie, donc on a démarré cette recherche-là. Je sais pas, je pense que c'était inégal au travers des provinces canadiennes, mais au Québec, on devait faire des entretiens avec des plexiglas. Quand on était on faisait des entretiens dehors avec des personnes en situation d'itinérance, c'était un repoussoir. Donc, on s'est concentré sur cette recherche documentaire, en fait. Cette recherche documentaire-là, elle nous a permis de recenser plusieurs gestes d'aménagement, comme je vous disais, qui supportent le bien-être des personnes en situation d'itinérance. Le bien-être, on a trouvé une définition qui est liée à l'architecture d'une personne qui est proche de l'univers de l'architecture, donc Gabriel Moser, et c'est l'adéquation entre les besoins, les aspirations d'une personne par rapport à un milieu et les conditions de ce milieu-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un environnement, un espace, et comment la personne se projette dedans et qu'est-ce qu'on arrive à faire avec cet espace-là. On s'est rendu compte, dans une première recherche, qu'on s'était beaucoup centré sur les pratiques d'aménagement puis qu'on n'avait pas tout à fait super bien investi la question des pratiques d'intervention et des besoins des personnes dans ces espaces-là. Donc, pour une deuxième recherche, et là, on était libérés des plexiglas, on a pu aller sur le terrain pour voir quels sont les besoins des personnes en situation d'itinérance, donc en matière d'aménagement, de conception et aussi, donc, dans des intérieurs, s'intéresser aussi aux personnes qui y travaillent. Donc, une fois qu'il y a des équipes de designers, bon, je vais vous parler de ça tantôt.
Donc voilà. Donc la deuxième recherche terrain, je vous présente pas la première recherche documentaire parce que c'est un univers en soi. Vous allez les trouver, ces deux recherches-là, sur les sites web d'Architecture sans frontières. Là, si vous googlez, vous allez trouver les deux. On va se concentrer sur la deuxième recherche. Donc, à partir de la recherche documentaire qu'on avait fait, on s'était rendu compte qu'on ne s'était pas centré sur les besoins des personnes en situation d'itinérance et qu'il y avait certaines pratiques d'aménagement qui laissaient d'autres populations dans les angles morts. Donc, on s'était rendu compte que les populations qui consomment des substances psychoactives ne sont pas nécessairement l'objet de projets spécifiques d'aménagement. Les personnes âgées non plus ne sont pas nécessairement l'objet de projets spécifiques d'aménagement, ainsi que les personnes issues des communautés LGBTQ+. Donc, au Québec, on est très mal desservis en matière de services pour la diversité sexuelle et de genre. Les services sont très binaires. Il faut s'identifier notamment à un genre pour avoir accès à des services d'hébergement, surtout. Et donc, c'est pour ça que notre recherche, elle est pan-canadienne, puisque toutes ces typologies-là de services ne se retrouvent pas au Québec. Donc, on a cherché à comprendre, à la fois d'une manière architecturale, qu'est-ce qui se passe dans les intérieurs, à la fois en l'impact des pratiques d'architecture, l'efficience qu'il y a, comment on arrive à construire de manière efficace, puis aussi de documenter certains éléments par rapport à ce processus-là de conception, puisqu'il n'y a pas énormément, comme je vous disais tantôt, de documentation et ni de recherche sur les pratiques d'aménagement destinées aux personnes en situation d'itinérance. Ça nous permettait aussi, puisque c'était une des découvertes du premier catalogue, de sensibiliser les aménagistes de manière générale à l'inclusion de personnes avec vécu en situation d'itinérance. On s'est rendu compte que la conception n'était peut-être pas nécessairement toujours inclusive. En fait, elle était très peu inclusive des divers types de savoirs. Et puis que si les aménagistes, au départ, il y avait un entre-soi dans la conception, après, il y a eu une forme d'ouverture aux personnes intervenantes, donc des consultations des équipes pour savoir comment concevoir un bâtiment qui est inclusif de la population qui va être accueillie, mais pas nécessairement les personnes concernées. Donc, en termes de réflexion sur la stabilité résidentielle ou sur la transition, ou en tout cas sur l'usage d'un intérieur, la conception est toujours faite à partir d'un point de vue d'une personne domiciliée. Donc, on s'est dit, peut-être qu'il y a des angles morts dans ces éléments de conception-là. Et donc, voilà, on a fait ce qui s'appelle des études post-occupationnelles dans 3 lieux. Je vais vous les montrer par après. 3 organismes communautaires et 4 bâtiments. Une fois que les équipes de designers sont parties, les architectes, comment les personnes se réapproprient le lieu. Et dans ce cas-ci, on s'intéressait à la fois aux personnes usagères et aux personnes qui travaillent dans les lieux. Donc, Sonia va en parler un petit peu plus, là, mais un organisme communautaire tout au fond à gauche, un bâtiment avec des studios qui sont destinés justement, je vous en parlais, pour des personnes consommatrices de substances psychoactives. Au milieu, les 2 buildings, un organisme communautaire qui dessert des personnes âgées. Et tout à droite ici, un autre bâtiment qui a été conçu pour des personnes issues de la communauté LGBTQ+, qui sont dans une tranche que l'on pourrait dire jeune. On peut vous donner tous ces détails-là par la suite. C'est les petites flèches. Je vous disais, on avait dans notre angle mort, on s'était plutôt centré sur les pratiques d'aménagement et de design dans le premier catalogue. Là, on a décidé vraiment d'embrasser la question des besoins des personnes en situation d'itinérance. On va vous en parler un petit peu plus loin aussi dans nos découvertes, mais on s'est rendu compte que la manière dont les personnes présentaient leurs besoins, c'est pas forcément avec la foutue pyramide de Maslow qui a une forme de hiérarchisation des besoins. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans les entrevues et dans tout ça, il y avait une interdépendance, puis aussi une non-hiérarchisation des besoins. Et ça nous a amené justement à creuser un peu de manière inductive comment on peut réfléchir à la question des besoins qui n'est pas nécessairement par une hiérarchisation. Ce que ça veut dire, c'est qu'une personne qui présente un besoin de vivre en compagnie de quelqu'un, mais qui se retrouve dans un intérieur, dans une chambre ou un studio, et elle n'a pas le droit d'être accompagnée. Certaines personnes ont choisi de sortir de l'habitation, de ne pas habiter dans un intérieur pour satisfaire leurs besoins d'appartenance ou d'amour et d'affection. Mais si vous vous souvenez de la pyramide de Maslow, au bas de celle-ci, ça laisse penser qu'il faut sécuriser certains types de besoins primaires de sécurité, justement, de la domiciliation, l'alimentation, pour
pouvoir se concentrer ensuite sur les autres besoins d'accomplissement, d'estime de soi. Mais on s'est rendu compte que ça ne se présente pas comme ça. Ça a une incidence sur la manière dont on concepte, dont on intervient à l'intérieur, hein, quand la personne nous nomme un besoin puis qu'on ne l'écoute pas parce qu'on est des fois un peu coincé dans des modèles paternalistes où justement on se dit non. Il faut que tu sois dans un intérieur, le présupposé d'un habitant d'intérieur. On n'arrive pas nécessairement à satisfaire les autres besoins. Donc, on a switché notre mode de regarder ça et on se présente les besoins de manière non hiérarchique et interdépendante. Et c'est comme ça qu'on a analysé, en fait, nos entretiens avec les personnes en situation d'itinérance qui usagèrent des lieux que je vous ai montrés, que Sonia va présenter. Bonjour. Donc, moi, je vais poursuivre. Juste avant de commencer avec les constats, je vais vous montrer rapidement la structure du catalogue. Donc, c'est divisé en 3 études de cas avec une première catégorie de besoins qui est l'espèce de roue que Caroline a montré, les différents besoins fondamentaux. Puis ensuite, des sous-catégories qui sont des thèmes qui sont ressortis aussi de la recherche. On a aussi des tableaux synthèse à la fin de chacune des études de cas qui font vraiment un résumé des pratiques d'intervention et des pratiques d'aménagement qui sont ressorties pour vraiment avoir ça dans un endroit central et synthétisé. Donc, après la mise en contexte de Caro, moi, je vais passer un petit moment pour vous parler de quelques constats. On ne pourra pas passer à travers tout parce que c'était une recherche qui a pris plus qu'1 an de terrain à faire et il y a beaucoup de choses qui sont dans la nuance et dans la spécificité. Mais on voulait quand même faire le point de certains éléments qui sont vraiment plus de manière transversale ressortis dans notre recherche. Donc, comme Caro l'a mentionné, il y a 3 différentes études de cas qui ont des communautés différentes puis qui sont situées à différents endroits par rapport au centre urbain. Il y en a qui sont plus en périphérie, d'autres que c'est des quartiers un peu plus près du centre-ville ou d'autres qui sont en plein centre-ville. Puis ça a un impact aussi sur leur design, leur concept puis comment les gens ils ont vécu, ils vivent dans ces lieux-là. De manière générale, il n'y a pas assez d'hébergements qui sont adaptés à des réalités vécues différentes. Une chose qu'on s'est vraiment rendu compte à travers la recherche, c'est que le soutien communautaire sous différentes formes, c'était vraiment quelque chose qui était crucial dans les différents cas à l'étude. Donc, premier constat dont je voudrais vous parler, c'est la question des besoins spécifiques. Donc, la question de l'intersectionnalité dans la conception des milieux de vie. Une chose qui arrive, c'est que souvent, dans les logements, quand on a peu de budget, on va placer les logements accessibles pour les personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée. Ça permet de réduire les coûts. Par exemple, on s'est rendu compte que pour des personnes qui ont vécu la rue, qui ont vécu beaucoup de violence, et surtout qui sont du genre féminin ou issus de la diversité de genre, ces personnes préféraient monter au 2e étage malgré leurs enjeux de mobilité réduite plutôt que d'habiter au rez-de-chaussée pour des questions de sécurité et de privauté. Donc, une décision de design peut vraiment avoir un impact sur le vécu de la personne dans son logement. Ensuite, une autre... en lien encore avec l'intersectionnalité, pour les jeunes des communautés 2S, LGBTQIA+, et racisés, inclure des espaces pour l'autodéfense et l'intégration de pratiques spirituelles autochtones, par exemple comme la fumigation, est ressorti assez de manière générale. C'est particulièrement important pour ces communautés-là parce que il y a encore très peu d'espace dans la ville, par exemple pour les personnes queer, où elles se sentent en sécurité. Donc, d'avoir aussi accès à des espaces à l'intérieur de leur lieu, leur milieu de vie, ça, c'est quelque chose qui est important. Un deuxième constat, c'est vraiment la question du décalage entre habiter et travailler dans un lieu. Donc, une des choses, c'est que ça peut sembler évident, mais il y a vraiment une différence entre les deux. Et souvent, les consultations pour le design vont s'arrêter aux travailleurs et aux travailleuses du milieu communautaire et aux gestionnaires. Par contre, c'est ça, les décisions de design qui ont
qui ont été prises avec des personnes des communautés concernées ont vraiment été cruciales, surtout dans l'étude de cas numéro 3. Le design de la façade, qui est un design coloré et qui permettait aux personnes à la fois se sentir en sécurité et de se sentir, ressentir combler un besoin identitaire. C'était vraiment quelque chose qui avait été décidé dans des consultations qui avaient été faites préalablement. Donc, c'est important d'impliquer les personnes, même si on ne sait pas qui va habiter. Donc, dans le cas de ce logement-là, c'était des jeunes qui fréquentaient le centre de jour, qui avaient donné leur avis sur le futur bâtiment. Donc, ça, c'est comme une des stratégies qui s'est montrée qui a très bien fonctionné. D'autres éléments, par exemple, qui étaient ressortis, c'était que pour la conception des studios, pour eux, c'était vraiment important d'avoir du chauffage réglable, des fenêtres ouvrantes et un babillard d'affichage. Puis ça, c'est des choses qui sont ressorties aussi de manière assez générale par les jeunes comme étant des caractéristiques du studio qui étaient importantes. Donc, il y a vraiment un lien entre qu'est-ce qui est dit aux consultations puis qu'est-ce qui est ressorti comme étant positif. La troisième chose, la question de l'espace à soi comme point de départ et non comme finalité. Donc, avoir un espace à soi personnel et sécuritaire, c'est important à l'unanimité. Par contre, ça garantit en rien le bien-être complet de la personne, notamment parce que son milieu de vie s'étend au-delà de son unité de logement, au-delà du bâtiment, au-delà du 9 à 5 de travail, des corps de travail dans le milieu. Donc, c'est sûr que les espaces et les liens de socialisation qui sont tissés dans le quartier se sont vraiment révélés comme des endroits fondamentaux pour les personnes, aussi pour les organismes qui créent vraiment un réseau de soutien en complémentarité avec les unes et les autres, puis avoir une certaine solidarité face aux menaces de l'extérieur aussi. Pour les personnes résidentes, ça permet que certains services ou certains soutiens soient relayés avec des voisins, avec des pairs, avec des ressources mobiles, avec des travailleurs de rue ou de proximité. C'est aussi important pour que les personnes puissent trouver des espaces, bâtir un réseau d'espaces affinitaires dans le quartier. Donc, c'est des espaces qui sont choisis et pas nécessairement des lieux où il y a une cohabitation forcée avec d'autres personnes. Des espaces qui sont liés à leur identité culturelle, à des pratiques spirituelles ou religieuses, des habitudes de consommation ou des routines de travail informelles. Donc, il y a vraiment cette question-là de pouvoir aussi bâtir son propre réseau de lieux dans le quartier. Une chose qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est pas tous les espaces en fait, c'est pas toutes les personnes qui veulent des espaces communs immenses et généreux. C'est aussi une zone de conflit, certains espaces communs. Donc, il faut vraiment miser aussi sur la consultation avec les personnes, puis l'adaptation au fil du temps, vraiment voir, OK, est-ce qu'il y a certains espaces qu'on peut adapter pour qu'ils conviennent mieux aux besoins, mais les espaces communs sont vraiment ressortis comme des zones de conflit aussi, donc sortir un peu de cette idée que des espaces communs, ça va être des espaces où il y a juste une cohabitation harmonieuse qui fonctionne toujours très bien. Avec les personnes plus âgées, une chose qui nous a quand même surpris, c'était la question que tous les éléments, que la tranquillité et le calme du quartier étaient vraiment une valeur de conception appréciée qui allait au-delà d'un manque de services. Donc, c'est dans un quartier excentré. Puis les gens préfèrent quand même cette tranquillité-là. Puis on s'est rendu compte aussi que c'était parce qu'il y avait beaucoup de services il y avait beaucoup de compensation de certains services par le milieu communautaire, donc au niveau de l'alimentation, par exemple, et des transports qui permettaient justement aux personnes d'avoir plusieurs besoins répondus sans avoir un accès facile au transport ou à de l'alimentation abordable, par exemple. Je vais accélérer. Une des choses qui est aussi très importante, surtout en tant que personnes qui font de l'habitation, qui essaient en fait de mieux faire l'habitation, c'est la question des espaces, des surfaces habitables. Donc, vous voyez ici le spectre des différents types de logements qui ont été étudiés dans le cadre de notre recherche. De manière générale, les chambres doubles et les logements appartements ont été vraiment plus appréciés que les studios ou les chambres simples. Puis ça, c'est pour plusieurs raisons, mais c'est entre autres parce que la question de la division des espaces permet aussi d'aller au-delà de simplement avoir un lieu où aller dormir. Donc, il y a des personnes, par exemple, dans la deuxième pièce qui fait se faire un studio d'art, par exemple, ou inverser les usages, par exemple, inverser la chambre
et le salon selon leurs besoins. Puis cette flexibilité-là permettait de mieux s'approprier l'espace. La deuxième chose, c'était aussi quelque chose qui est vraiment ressorti très fortement, c'est la question de pouvoir accueillir les autres chez soi. Donc, tous ces sentiments de vouloir s'entraider, c'était très important. Puis ça se transfère au niveau de l'espace par une capacité d'accueil, une capacité à recevoir son ami pour pouvoir dormir une nuit s'il y a besoin d'aide, par exemple. Dans les logements transitoires, ça s'est aussi reflété par une question d'avoir un certain... si on n'a pas assez d'espace, c'est difficile de préparer sa transition. Donc, on a besoin d'espace pour accumuler un kit de départ pour se sentir en sécurité de quitter. Donc, on s'est fait parler de cette question-là. Prévoir des espaces de stockage, par exemple, pourrait renforcer la sécurité et en fait, le sentiment que la personne se sent prête à transitionner vers un autre lieu de vie au moment de quitter. Je vais passer ça. La dernière chose, c'est la question des décalages dans la hiérarchisation des besoins. Donc, il y a plusieurs contradictions qui se sont révélées. Donc, Caro, elle a parlé un peu de comment les besoins sont interconnectés et interdépendants. Nous, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a vraiment des différences entre les besoins des différents groupes qui cohabitent, puis même des concepteurs. Donc, disons, architectes, résidents, travailleurs, puis même au sein des différents travailleurs, puis au sein des résidents, il y a des divergences. Donc, c'est de avoir vraiment du discernement pour prioriser certains éléments. C'est ça aussi qui est ressorti. Il y a juste cette image-là qu'on a faite pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, les contradictions qui sont sorties, mais la durabilité de la construction et des matériaux est vraiment en contradiction avec certains critères de modestie, donc des critères qui sont donnés par les bailleurs de fonds, comme par exemple au fédéral ou au provincial, pour s'assurer que les coûts ils restent raisonnables. C'est en contradiction avec la qualité qui est souhaitée. Cette qualité-là, parfois, peut être aussi en contradiction avec la volonté de créer un espace qui est plus domestique, puis avec l'entretien de l'espace et du logement. Donc, ça se poursuit à l'infini. Donc, il y a vraiment une question de trouver les points vraiment spécifiques et prioritaires qu'on veut mettre en place avec la communauté pour faire un logement qui est adapté. Le rapport, il se finit avec 5 recommandations que je ne vous lirai pas parce qu'on n'a pas le temps. Ah, j'ai 2 minutes? OK, parfait. Oui, donc ça se termine avec 10 recommandations qui sont assez générales, mais le rapport va vraiment en spécificité. Nous, ce qu'on espérait avec ce rapport-là, c'était vraiment de sensibiliser à l'idée de la qualité au lieu de la quantité, puis que les personnes souvent qui vont accéder à des logements, logements supervisés, maisons de chambre et tout ça, ils ont souvent... Il y a souvent des enjeux au niveau de la mobilité résidentielle à cause du marché actuel, puis à cause des conditions dans lesquelles le logement est créé en ce moment. Donc, une fois qu'ils accèdent à un logement, c'est super important que ce lieu-là puisse leur convenir pour une certaine durée, sinon c'est juste super stressant. Puis ça peut amener aussi à supporter des conditions vraiment désagréables pendant plus longtemps. Puis ça peut même amener un retour à la rue. Donc, parmi les 10 recommandations, il y a vraiment renforcer le soutien communautaire intégré et accessible, inclure les personnes concernées dans la conception, la construction et la gestion des milieux de vie, créer davantage d'hébergements adaptés à une diversité de profils et de modes de vie, réévaluer les normes d'habitabilité, donc je vous dis un peu les surfaces de logement pour assurer les conditions de vie qui sont durables, optimiser l'implantation dans les méthodes et les méthodes de construction, privilégier des matériaux durables et adaptés aux usages communautaires, clarifier et adapter la réglementation municipale pour des projets d'hébergement, intégrer les principes de design informés par les traumatismes, donc ça, il y a une grosse section aussi là-dessus, revoir les mécanismes de financement et de propriété, et favoriser les collaborations interdisciplinaires et intersectorielles en recherche et en pratique. Finalement, il y a quelques avenues de recherche qui sont restées assez... En fait, il y en a beaucoup de choses qui sont restées pas répondues. La question des enjeux d'accumulation, la question des réductions des risques est encore très peu claire au niveau de l'aménagement, au niveau des pratiques d'intervention. Les conflits, la gestion des conflits, ça, c'est comme quelque chose aussi au niveau de l'aménagement qu'il n'y a pas nécessairement eu de réponse claire par rapport à ça.
Une des choses que je voulais mentionner qui était très importante puis qui est très peu discutée, c'est la question de la mort et du deuil qui fait vraiment partie du quotidien et qui est jamais, on n'y réfléchit jamais quand on pense au logement. Mais il y aurait vraiment un besoin qui a été exprimé à la fois par les personnes et les organismes de réfléchir un peu mieux à ces questions-là. Donc, c'est ça. On espère aussi que ce document va pouvoir être un levier pour avoir du financement qui est plus adapté puis qui peut permettre de créer des logements qui sont mieux adaptés aux besoins des personnes et à une diversité de modes de vie. Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez voir, ça, c'est les catalogues, il est traduit en anglais aussi, donc c'est gratuit, accessible en ligne. Donc, vous pouvez y accéder. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous contacter. Merci. Bonjour tout le monde, je vais ouvrir ma présentation. D'emblée, je tiens à dire que je suis très heureux de passer juste après Sonia et Caroline. J'ai énormément de points communs que j'ai vus avec ma présentation. Donc, il y a beaucoup de liens qui vont pouvoir être faits. OK, je suis pas sur le bon écran. C'est bon, on passe. Parfait. Juste peut-être ajuster un petit peu le micro. Parfait. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, je pense que vous m'entendez bien dans le fond de la salle. Parfait. Donc, aujourd'hui, je viens vous présenter le Christin, cristalliser une communauté dont les membres pourront vivre leur vie dans la dignité. C'est un projet de recherche, là, donc je suis Maxime Plante-Péloquin, puis je vais présenter le projet pour le comité de recherche. Donc, ici, une petite introduction puis un contexte. Donc, d'abord et avant tout, où est le Christin à Montréal? Donc, vous reconnaissez la région métropolitaine ici. Si on s'approche de la région, on va aller d'où nous sommes aujourd'hui, donc où tout le monde va savoir à peu près où on est à Montréal, au Palais des Congrès. Et donc, on peut reconnaître en arrière-plan le centre-ville de Montréal. Et le Christin se trouve à proximité du Palais des Congrès, un peu plus à l'est, entre le CHUM et l'UQAM. Donc ici, on voit en bas à gauche le CHUM, en haut l'UQAM, et juste dans le milieu, ici, on s'approche du Christin. Donc, qui est finalement au cœur d'un important centre-ville canadien. Un emplacement dans un secteur géographique urbain central, haute densité, universitaire, institutionnel, où il y a aussi des tours d'habitation résidentielle. Donc, le Christin, vous pouvez voir ici, est un bâtiment de 114 unités de logement sur 7 étages. Donc, c'est un grand bâtiment parmi d'autres grands bâtiments. Ici, donc, c'est un secteur de la ville aussi où il y a beaucoup de ressources pour les personnes en situation d'itinérance et de vulnérabilité. Il y a un centre d'injection supervisé à proximité. Il y a des grands organismes en itinérance aussi. Donc ici, rapidement, là, pour vous montrer l'ampleur du territoire de l'UQAM et du CHUM qui est à côté. Donc, on voit le Christin enclavé entre les deux, avec une zone résidentielle haute densité, mix commercial au rez-de-chaussée. Donc, bref, qu'est-ce que le Christin, après vous l'avoir situé et vous l'avoir montré? C'est une des 4 maisons d'hébergement de l'Accueil Bonneau ayant la plus grande capacité et la plus grande à Montréal en son genre. C'est un bâtiment, comme je disais, là où il y a 114 unités de logement sur 7 étages. C'est un type de gestion immobilière aussi, donc des baux avec un code de vie. Donc, on fait signer un bail de locataire au locataire dans le Christin. Et c'est donc une propriété de la Société d'habitation et de développement de Montréal. Et c'est géré par l'Accueil Bonneau. Donc, l'arrivée des locataires s'est faite en décembre 2023 et une inauguration officielle en début février 2024. Je voulais aussi ajouter à cette diapo-là que le Christin a été conceptualisé. Donc, ça m'a fait penser à ça, là, la présentation d'avant, vers 2020, donc pendant la pandémie, au niveau architectural. Ici, je vais vous convier à une petite visite vidéo d'un des studios du Christin. Donc, il y en a 90 comme ça dans le Christin. Ici, on peut voir le coin cuisine, un coin salle à manger avec la grande baie vitrée que vous avez vue, un coin lit
Donc, on va se rapprocher ici de la salle de bain, où vous allez pouvoir constater là, la toilette, la douche et le petit lavabo. Donc, dans une autre zone à accès restreint, il y a 24 logements. Donc, celui que je vous ai montré, il y en a 90 comme ça. Il y en a 24 autres où il y a une chambre et aussi une chambre double. Donc, ils peuvent accueillir 2 personnes. Donc, vous avez vu le Christin où il est situé. Maintenant, il y a aussi un modèle Christin où il y a 3 approches novatrices qui sont proposées dans le Christin. Donc, on parle de la mixité sociale, où il y a une mixité d'âge, de sexe et genre dans le Christin, et d'origine. Il y a l'approche de l'encontre des traumatismes. Donc, on parle des traumatismes vécus antérieurement à l'arrivée au Christin, et la réappropriation du pouvoir d'agir qu'on appelle souvent « empowerment ». Les personnes qui sont sélectionnées pour le modèle Christin sont relativement autonomes, n'ont pas de problèmes cognitifs importants et proviennent d'une autre structure d'accueil comme des logements de transition, refuges. Au Christin, les intervenants sont psychosociaux et communautaires, donc des intervenants hybrides. Donc, ils ne font pas de suivi, mais plutôt des accompagnements ponctuels. Ce qui m'amène à vous parler de l'objectif donc, de notre recherche aujourd'hui, qui est qu'on souhaite mesurer l'impact du modèle Christin sur la qualité de vie des personnes résidentes au Christin. Et l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est présenter donc des données préliminaires. Donc, ce n'est pas des données finales, mais c'est des données préliminaires afin de favoriser la réflexion constructive et la discussion. Donc, une discussion, par exemple, sur ce que vous vivez dans d'autres ressources d'hébergement, des comparatifs qu'on peut établir avec le Christin et des données préliminaires que je vais bientôt vous présenter. Pour ce qui est des méthodes de l'étude, donc c'est une étude longitudinale qui compare 2 phases, donc 2 temps. Donc, le temps 1, quelques temps après l'aménagement au Christin, et le temps 2, qui est 6 mois qui se sont écoulés après le temps 1. Donc, on revoit la personne et on refait les questionnaires. On a un échantillon visé de 50 répondants avec une cible de 90%. Et on a 3 volets à l'étude qui sont le volet quantitatif où on a 50 répondants visés avec 3 questionnaires dont je vais parler. On a un volet qualitatif avec 50% des répondants, donc une cible de 25, où on sélectionne de façon à maximiser la diversité des participants en termes d'identité de genre, de groupe d'âge et d'appartenance ethnique. Et on a un questionnaire qualitatif pour gestionnaire et intervenants, donc aussi un entretien semi-dirigé. Ici, je vous présente le premier questionnaire quantitatif psychométrique, le Lemon Quality of Life Index 20, qu'on appelle le COLI-20. Donc, dans le COLI-20, on a les thèmes des relations familiales, situation financière, activités quotidiennes, situation de vie, donc de logement, sécurité, relations sociales et satisfaction générale avec la vie. Pour vous donner des exemples de questions du COLI-20 où il y a 20 questions. Donc, comment vous sentez-vous par rapport à votre famille en général? Comment vous sentez-vous par rapport à votre niveau de sécurité dans votre quartier? Comment vous sentez-vous par rapport à votre vie en général dans l'ensemble? Sur une échelle de 1 à 7, où 1 est le plus négatif, 7 est le plus positif, et 4 est la valeur milieu, donc plus ou moins. On a le même principe avec le Multnomah Community Ability Scale, le MCAS, où on a 4 thèmes. On a le thème d'interférence avec le fonctionnement physique, mental, humeur et stress, ajustement à différents aspects de la vie quotidienne, compétences sociales, problèmes comportementaux. Ici, par exemple, dans quelle mesure le fonctionnement du client est-il affecté par son état de santé physique? Dans quelle mesure le client est-il affecté par ses réactions inappropriées ou dysfonctionnelles au stress ou par son anxiété? À quelle fréquence le client abuse-t-il de drogue ou d'alcool? Ici, c'est le même genre d'échelle, mais de 1 à 5. Puis, on a le questionnaire qualitatif semi-dirigé, où on a les thèmes de parcours de vie, perception de la qualité de vie, perception de la mixité sociale, implication dans le milieu de vie, perception du niveau de stress en lien avec le Christin, perception du vivre ensemble, perception générale du Christin liée à la qualité de vie. Pour vous donner une idée de la ligne du temps de la cueillette, donc on a commencé les premières entrevues en janvier 2024. On a terminé la phase 1 en mai 2025. Et donc, la phase 2 est décalée de 6 mois, donc juillet à octobre 2025. Donc, je suis maintenant rendu à vous parler des données préliminaires. Donc, les premières données qu'on a,
On va commencer avec le volet quantitatif. Donc, dans les prochaines diapos, je vais vous montrer des graphes et histogrammes. Il y en a quelques-uns. Mais je vais passer rapidement en vous expliquant oralement les données importantes qui vont souvent être dans les titres. Donc, pour le genre et l'âge dans notre recherche, on avait exactement la même proportion que dans le Christin pour ce qui est du genre. Donc, 30% de femmes dans la recherche et 30% de femmes dans le Christin. Donc, pour 65% d'hommes et 5% de personnes non-binaires. Pour ce qui est de l'âge des répondants, on avait personnes de 18 à 29 ans dans la recherche. Par contre, dans le Christin, il y en a quelques-unes. On avait 23% de 30-44 ans, 61% de 45-59 ans et 16% de 60 ans et plus. On a 67% des répondants qui font moins que 15 000 $ par année. On a 12% des personnes qui travaillent dans la recherche. On a 15% qui cherchent un emploi et 7% qui sont retraités. Juste pour référence, en 2025, le seuil de pauvreté pour une personne au Québec, une personne seule à Montréal, est estimé à environ 38 000 $ par l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Donc, on voit que les personnes qui vivent au Christin sont très en deçà du seuil de la pauvreté. Puis, on dit que dans le seuil de la pauvreté, c'est des montants qui reflètent les dépenses liées au logement et à d'autres besoins essentiels pour vivre dignement. Ensuite, ici, donc, on a 75% des répondants qui touchent l'aide sociale ou la solidarité sociale. Et on a 19% de nos répondants qui déclarent être inaptes. 28% des répondants à la recherche ont fréquenté l'université. 18% diplômés du cégep ou de l'école de métier et 35% n'ont pas terminé leur secondaire. Donc, il y a 21% des personnes qui ont un diplôme universitaire. 67% sont francophones, 19% anglophones, 14% bilingues. Donc, bilingue, on dit français-anglais ou français-espagnol la plupart du temps. 5% sont autochtones et 19% minorités visibles. Personne n'était en couple et en revanche, 56% ont un ou une proche confidente. Pour ce qui est maintenant du MCAS dont j'ai parlé précédemment, donc sur la stabilité et le fonctionnement de la personne, on a les scores de moyenne totale de la phase 1 et de la phase 2. Donc, le premier score est de 73 points sur un maximum théorique de 85. Ça, c'est vraiment le score là, dans le premier temps, là, peu après l'aménagement au Christin. Pour ce qui est du score 2, on a un score de 72. Donc, on a une variation qui est, pour ainsi dire, à peu près nulle. Donc, 6 mois après la première phase, il n'y a pas grand-chose qui a changé à ce niveau-là. Un score de 63 ou plus signifie qu'une personne a un faible niveau d'invalidité. Pour ce qui est de la qualité de vie, de la moyenne totale du COLI-20, phase 1, phase 2, on avait une moyenne totale de 91 pour la phase 1. Sur un maximum théorique de 140 points. Pour ce qui est de la phase 2, on avait une moyenne totale de 82. Ici, on a eu une variation dans nos résultats. Donc, on a fait un test statistique pour s'assurer que notre variation n'était pas due au hasard. On a fait le test T à parier. On a eu une valeur P de 0,002. Et la valeur est donc sous le seuil de 0,05 qui nous dit que notre variation ici est statistiquement significative, donc liée à des causes réelles et pas au hasard. Donc, on s'est posé des questions ici, étant donné qu'on a une variation. La variation vient d'où? On a donc pris ces moyennes totales qui sont en fait la combinaison de plusieurs thèmes ensemble. Donc, on est allé voir qu'est-ce qui se passe par thème dans le questionnaire COLI-20. Et ici, on a nos moyennes par thème. Phase 1, phase 2 toujours. On remarque ici que les moyennes les plus basses, dès le départ, sont la famille et les finances. On remarque que les autres moyennes sont plus hautes, sont autour de 5, donc c'est positif. Et
il y a des variations qui sont moindres, sauf pour 2 thèmes, donc le logement et la sécurité. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le prochain volet, donc le volet qualitatif, nous permet d'aller chercher des premiers constats dans les verbatims qui sont liés justement aux résultats qu'on a dans notre colivin quantitatif. Donc, les données sont liées, là. Par exemple, donc pour ce qui est des verbatims, on a des citations qui ressortent. Une sur la perception générale au Christin, en phase 1, qui dit « C'est un peu trop récent pour avoir une opinion. Pour l'instant, je suis encore en lune de miel avec le Christin. » Donc, si on a un premier facteur qui sort d'un verbatim, c'est lune de miel. La lune de miel est un facteur intéressant parce que les personnes ont pu voir seulement les points positifs au début. À leur aménagement, ils commençaient à avoir des aspects négatifs petit à petit par après. Il faut aussi dire qu'au premier mois, suivant l'ouverture du Christin, il y avait encore peu de résidents et c'était beaucoup plus calme. Au niveau de la mixité sociale et du vivre ensemble, ici, en phase 1, répondant dit « L'avantage de vivre comme ça en communauté avec des personnes diversifiées, c'est que tu peux apprendre plusieurs choses de tout le monde. Les parcours de ces personnes, créer des liens avec. Le désavantage d'une différence de culture, ça peut engendrer des conflits sur la religion, la façon de manger, de s'habiller, de se comporter, les relations entre hommes et femmes. S'il y a un minimum de respect, je pense que ça peut être convivial. Puis les gens dans la mixité peuvent tous vivre ensemble. » Donc, ici, c'est une synthèse de la mixité sociale donc, qui a été perçue très fortement positivement parmi les verbatims. Donc, la majorité des personnes voyaient la mixité sociale de façon positive. Pour ce qui est du vivre ensemble, ici, une personne en phase 1 dit « Hier, j'ai boité. Aujourd'hui, elle m'a demandé « Comment ça va? Est-ce que tu vas mieux? » Tu comprends, j'avais pas ça avant. Donc, ça m'affecte positivement savoir que je suis entouré de personnes empathiques. Ça fait du bien quand tu donnes et tu reçois. Une autre personne en phase 2 dit « Le seul problème que j'ai, c'est que la place est bien trop grande. » Trop grande, tu veux dire trop de monde? Trop de monde. Donc ici, on a des facteurs justement de peut-être le nombre de logements, mais aussi de le vivre ensemble perçu positivement. Au niveau du stress et du Christin, il y a une personne en phase 1 qui parle d'une composante architecturale. Ils ont aménagé le couloir étroit, exactement comme celui du pénitencier, et les personnes qui sortent de prison, ils font les mêmes choses qu'en prison. J'ai trouvé inquiétant, dès que les intervenants me l'ont montré, que le couloir est étroit, toutes les portes d'un même côté, très proches les unes des autres. Juste ça contribue grandement à l'ambiance. Ici, en phase 2, il y a un répondant qui dit « Quand je suis arrivé ici, j'étais déjà dans une angoisse. Un stress quand même assez important. Le fait de sentir voir à long terme qu'est-ce qui m'attendait, ça m'a aidé à diminuer mon stress. C'est ça. Puis que ce soit encadré, ça m'a encouragé à continuer mon chemin de vie. Donc, cette personne-là vit un parcours positif 6 mois après la première entrevue. Ici, on a une personne, donc les 2 prochaines citations sont la même personne, phase 1 et phase 2. Phase 1, la personne dit « Ma qualité de vie est sécurisante, elle est rafraîchissante. Ma qualité de vie me donne de l'espoir, ça rouvre des portes pour aller chercher le permis de conduire, voyager, te ramasser de l'argent, te faire un petit fonds, clairer la dette. » En phase 2, la même personne va dire « Ben, c'est insécurisant, parce qu'il y a plein de gens qui ne demeurent pas dans le bloc et qui viennent acheter de la drogue dans notre bloc. Mais disons que ma qualité de vie, ça ne s'est pas amélioré, mais ça s'est stabilisé. Donc, ça ne s'est pas détérioré. » En ce moment, je me suis retiré. Je me suis déconnecté. C'est triste de voir ça, mais de la tristesse, j'en ai de moins en moins. C'est de l'écœurement que je commence à avoir. Il y a une limite. L'empathie a ses limites. Ici, on voit qu'il y a plusieurs points de vue. Donc, à la diapo précédente, on avait une personne qui vit une expérience positive. Ici, une autre qui vit une négative. Certains sont très affectés par ce qui se passe au Christin, d'autres moins. Et d'autres choisissent de rester chez eux, comme ici, se déconnecter et minimiser pour l'instant les interactions avec les autres par rapport à la drogue. Par ailleurs, une chose importante, c'est qu'on entend parler un peu partout à Montréal de la présence accrue de trafiquants de drogue dans plusieurs ressources d'hébergement que nous connaissons depuis les 2 dernières années. Au niveau de l'implication et du pouvoir d'agir, quelqu'un qui dit en phase 1 « Je veux m'impliquer, mais j'ai déjà mis mon nom pour l'association des locataires.
pour le comité, j'adore le travail social, j'adore la communauté. J'ai offert que je sois un gardien résident. Moi, j'aimerais m'impliquer dans n'importe quoi parce que c'est pour une bonne cause, puis j'ai tellement de faits de merde dans ma vie que travailler pour une bonne cause serait merveilleux. Et en phase 2, il y a quelqu'un qui dit « Moi, je peux tout faire, je suis disponible à faire quelque chose de remarquable même. Je peux faire la différence, je peux révolutionner bien des affaires. » Ben, on se calisse de moi, fait que je me ferme la gueule. Donc, il y a des gens qui veulent s'impliquer. Il y a une personne qui dit qu'elle a de la difficulté à trouver une façon de faire valoir qu'elle veut s'impliquer, par exemple. Donc ça reste intéressant aussi. Moi, j'avertis tout le monde en phase 2, pardon. J'étais un ancien alcoolique avec des problèmes psychiatriques. Je fumais, j'avertis, moi, je veux changer parce que là, je suis face à mon problème. Ça donne un petit peu plus envie de boire. Je suis capable de m'entraîner, mais tu sais, quand tu as de quoi dans la face continuellement, ça devient normal. Quelqu'un aussi en phase 2 qui dit « Il y a beaucoup de drogue dans l'immeuble. C'est dérangeant quand on est une personne qui essaie d'être en abstinence. » Quant à la nuit au Christin, il y a quelqu'un qui dit « Si quelqu'un ne peut pas dormir à cause du bruit qui est à côté de lui, bien, probablement, c'est la drogue et les gens qui sont réveillés toute la soirée. » Il y a de nombreux répondants qui ont parlé de certaines difficultés la nuit, que ce soit la drogue, les gens réveillés, mais aussi des clameurs des piétons nocturnes, étant donné qu'il y a des rues assez passantes à côté. Il y a des alarmes d'incendie qui sont déclenchées aussi. Il y a des sonnettes intempestives. Enfin, pour ce qui est d'un cas particulier, donc au niveau du pouvoir d'agir et de l'épanouissement, il y a quelqu'un en phase 1 qui nous dit « Je me suis sauvé souvent de la maison dans ma jeunesse. C'était les centres d'accueil qui ont commencé. J'ai été dans l'armée. J'ai fait du in and out de prison. Je sais que je suis à côté du CHUM. Je suis à côté d'un paquet d'organismes où je sais que je mourrai pas de faim. Je suis dans un endroit sécurisé, flambant neuf. Même si c'est pas gros, c'est la grandeur de 3 cellules. Mais tabarouette, c'est moi qui ai la clé. C'est mon chez nous, je suis bien content de l'avoir. Tout ça peut m'amener à penser à aller plus loin, de m'épanouir selon la pyramide de Maslow. Comme je t'ai dit, je n'ai pas l'ambition tant que je puisse vivre aujourd'hui et savoir que je peux dormir et me laver. Ça me suffit pour l'instant. En phase 2, il dit « Moi, j'ai une fierté quand j'arrive ici et que j'arrive de travailler. Il y a des gens qui m'en parlent. « Hey, t'as travaillé aujourd'hui? » « Oui, encore. » Puis ça m'encourage de ce côté-là, ça m'encourage à continuer. Je sens que ces gens-là, il y en a quelques-uns qui voudraient bien, mais ils n'ont peut-être pas la même chance que moi. J'ai cette chance-là, ça me donne de la fierté. Donc c'est important de dire que le vécu de plusieurs institutions de cette personne-là ne reflète pas la majorité des personnes locataires au Christin qui ont passé par moins d'institutions habituellement, mais ça permet de constater à quel point certaines personnes sont capables de retrouver leur pouvoir d'agir dans le Christin. En conclusion, en fait, les prochaines étapes du projet, donc, seront de terminer l'analyse des données et de compléter le rapport final vers la mi-2026. Donc, on va le publier dans des revues scientifiques par le comité de la recherche et on compte revenir présenter les résultats finaux au congrès de l'an prochain de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance. Le rappel, l'objectif de la recherche, c'était d'accompagner le Christin vers les pratiques les mieux adaptées pour celui-ci en fonction du retour, donc du feedback des personnes qui y résident et de l'impact des différentes façons de faire et facteurs sur leur qualité de vie. Donc, on a abordé quelques facteurs déjà comme la lune de miel, la provenance des locataires, leur vécu, l'emplacement central du Christin, les dimensions du Christin, le nombre de logements, les baux, les codes de vie, etc. Et pour lancer la période de questions, tantôt, je me demandais si vous connaissiez des histoires similaires, si vous avez des leçons, des mises en garde ou des histoires à succès. Enfin, on va réserver les questions et commentaires pour la présentation, après les présentations conjointes. Les questions in English will be answered as well. Je vous remercie de votre participation. Si vous voulez continuer la réflexion avec moi, voici mon adresse courriel ou mon numéro de téléphone. Et je souhaitais rapidement remercier les partenaires qui rendent possible la recherche, donc la Québono, les partenaires financiers, la Société d'habitation du Québec, le Centre de transformation du logement communautaire, le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal et nos partenaires universitaires, l'Université McGill, Douglas, l'Institut national de recherche scientifique, le laboratoire LEAP Architecture et l'Université de Montréal. Merci. Comment on fait? Si tu veux. Oui. Attends, on va sortir. On va juste sortir du...
partir de là. Puis on va aller. C'est ça? OK. Oups. Pas facile. Bon. Bien, bonjour. Alors, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui pour vous parler de programme d'accompagnement logement pour les personnes en situation d'itinérance. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je m'appelle Véronique Denis. Je suis chef du service régional de l'itinérance au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Donc, aujourd'hui, d'abord, je vais commencer par une petite mise en contexte pour vous parler de c'est quoi le mandat du service régional de l'itinérance au CIUS du Centre-Sud. Ensuite, je vais vous parler de différents programmes d'accompagnement en logement qui sont gérés là, par le service régional et qui donnent des bons résultats. Donc, je vais aussi les mettre en perspective avec le continuum hébergement-logement en itinérance à Montréal. Et enfin, vous donner quelques résultats des beaux projets qui sont financés par le service. Donc, le service régional de l'itinérance, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Nous, on coordonne la mise en œuvre du plan concerté montréalais en itinérance qui découle finalement du plan d'action interministériel. Donc, et on coordonne aussi la gouvernance montréalaise en itinérance régionale. Donc, on est en interface là, avec l'ensemble des acteurs dans la lutte à l'itinérance dans la région de Montréal, que ce soit les partenaires communautaires, les partenaires du réseau de la santé, bien sûr, les partenaires de la Ville de Montréal, l'habitation, etc., etc. Et un de nos deuxièmes mandats, et c'est à ce titre que je suis ici aujourd'hui, c'est de gérer les différents programmes de financement en itinérance qui proviennent notamment du ministère de la Santé. Il y a aussi les programmes fédéraux, comme le programme Vers un chez-soi, qui est quand même assez connu, et qui sont vraiment destinés à financer les initiatives communautaires. Donc, la région de Montréal compte sur un important réseau de partenaires communautaires. Là, il y a plus de 200 partenaires qui, à tous les jours, là, offrent des services aux personnes en situation d'itinérance. Ça peut être pour, par exemple, répondre à leurs besoins de base, aller les joindre dans les secteurs où ils sont, là, par exemple dans la rue, dans les campements, je pense au travail de rue. Il y a toutes sortes de services, des centres de jour, des hébergements d'urgence, mais il y a aussi des organismes qui ont développé une spécialité dans l'accès au logement et l'accompagnement pour la stabilité résidentielle des personnes en situation d'itinérance. Je trouve que c'est important d'en parler parce que ces programmes-là, l'intervention en logement, elle n'est pas très connue. On entend beaucoup parler, bon, évidemment, de l'offre de services d'hébergement d'urgence. On le sait, l'augmentation, l'itinérance augmente, donc c'est important d'avoir les refuges, les hébergements d'urgence. Mais aussi, donc c'est pour ça, là, on s'est rendu compte que nos programmes n'étaient pas très connus. Donc, c'est important aussi de faire valoir les efforts qui sont faits pour favoriser une sortie de l'itinérance. Donc, une des approches dont je vais vous parler, c'est celle du soutien communautaire en logement social et communautaire, que je vais ensuite désigner sous l'acronyme SCLSC, parce que ça va être beaucoup plus court. Donc, le soutien communautaire en logement social, c'est vraiment une approche qui fait l'objet d'un cadre de référence ministériel, puis qui vise aussi là, à assurer là, une cohérence là, dans le déploiement de l'offre de services. C'est important de mentionner que le SCLSC vise pas nécessairement l'accès à un logement pour les personnes en situation d'itinérance, mais ça vise à assurer une stabilité résidentielle pour ces personnes-là une fois qu'elles sont logées dans du logement social et communautaire. Donc, le SCLSC se déploie vraiment dans du logement social et communautaire, un petit peu comme le Christin, là, comme on a vu un peu plus tôt. Donc, l'objectif du SCLSC, c'est d'assurer la stabilité résidentielle, évidemment, des personnes vulnérables, de favoriser leur participation sociale et leur intégration, évidemment, là, dans leur communauté pour améliorer, ultimement, leurs conditions de vie. Les populations visées par le SCLSC, c'est sûr que le SCLSC, à la base, ça vise toutes les personnes qui habitent dans du logement social et communautaire. Donc, ça peut être des personnes en situation de pauvreté, des personnes seules, aînées, des personnes issues de l'immigration, des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, etc. Mais nous, évidemment, en itinérance, ce sont des organismes qui offrent de l'habitation sociale en itinérance dont il est question. Donc, c'est important de mentionner que c'est vraiment
vraiment des personnes qui sont déjà à la base stabilisées, donc qui ont déjà là, évolué un petit peu là, dans leur parcours vers une stabilité résidentielle. Le SCLSC, c'est un accompagnement qui est plutôt collectif, donc qui va viser une participation citoyenne, qui va viser l'amélioration du vivre ensemble, par exemple par des comités de locataires, c'est ce genre d'initiative-là. Et il peut aussi avoir de l'accompagnement individuel, un peu plus ponctuel, comme par exemple la relation d'aide, du référencement et aussi là, de l'intervention s'il y a des crises là, qui surviennent. Donc, ça, c'est une... Ah oui, il y a une variante du SCLSC que c'est important de faire valoir aussi. C'est au niveau des personnes qui avaient des importants problèmes de santé mentale, qui étaient hospitalisées sur du long cours et qui, une fois stabilisées à l'hôpital, étaient prêts à sortir finalement de l'hôpital, mais qu'il n'y avait aucun lieu nécessairement pour aller pour que ces personnes-là puissent habiter. Donc, il y a eu une adaptation qui a été faite du CLSC, puis ça, c'est national, là, c'est partout au Québec, aussi à Montréal. Donc, l'idée, c'est d'assurer le référencement des personnes vers un OBNL d'habitation, d'offrir une intervention de type SCLSC, mais aussi d'assurer un suivi des équipes cliniques du CIUS du territoire. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important là, au niveau de l'adaptation du SCLSC. Autre approche en itinérance là, pour favoriser l'accès à un logement, c'est la stabilité résidentielle avec accompagnement. C'est vraiment l'adaptation québécoise du logement d'abord, donc le Housing First. Dans l'approche SRA, le soutien psychosocial, c'est vraiment personnalisé, c'est respectueux du rythme de la personne et des choix de la personne. Donc, le SRA vise évidemment à favoriser une sortie de l'itinérance et à acquérir une stabilité résidentielle, mais aussi là, à tisser un filet de sécurité autour de la personne en la connectant ou en la référant là, vers les ressources de la communauté. Le SRA, je dirais qu'il y a comme deux variantes là, du SRA. Il y a une première qui est vraiment collée là, sur le modèle Logement d'abord. Donc, le SRA, financé par le programme Vers un chez-soi, vise d'abord et avant tout les personnes qu'on dit en situation d'itinérance chronique. Donc, évidemment, il y a une offre d'accompagnement qui est à plus long terme. L'accompagnement se fait à domicile. Et ça s'accompagne de logements subventionnés dans le marché locatif privé, des subventions locatives là, qui sont défrayées par l'organisme qui reçoit un financement là, pour ce faire. Mais il y a aussi une variation de la stabilité résidentielle avec accompagnement qu'on dit avec PSL. Donc, les PSL, là, c'est un programme de supplément au loyer qui sont gérés par les offices municipaux d'habitation partout au Québec. Donc, nous, notre partenaire, c'est l'Office municipal d'habitation de Montréal. Donc, l'Office municipal va conventionner des logements. La personne va allouer 25% de son revenu au paiement du loyer. Et il y a vraiment un accompagnement psychosocial à domicile qui est réalisé là. Généralement, en fait, à Montréal, c'est beaucoup des intervenants communautaires qui assurent ce suivi-là, mais ça pourrait aussi être des intervenants du réseau de la santé. Donc, une particularité, les trois particularités de l'approche SRA, c'est vraiment la combinaison là, de l'accompagnement qui se fait à domicile. Il y a aussi une équipe logement qui est dédiée à ces projets-là, donc qui va assurer là, la recherche des logements, toutes les discussions là, avec les propriétaires, la médiation aussi avec les propriétaires, coordonner l'entrée en logement. Et le fait que la personne alloue 25% de son revenu, peu importe la façon dont les subventions locatives arrivent. À Montréal, évidemment, pendant la pandémie, on a partout ailleurs aussi, là, on a assisté là, à une augmentation quand même très importante de l'itinérance. Donc, il y a beaucoup de places d'hébergement d'urgence qui ont été ouvertes à ce moment-là. Nous, on était en première loge là, dans l'ouverture de ces places-là. C'est sûr que ce qu'on voyait beaucoup à l'époque, c'était qu'on se faisait dire que les personnes en situation d'itinérance, c'était des nouvelles personnes qui arrivaient, qui venaient de perdre leur logement, qui venaient de perdre leur travail et qui arrivaient en itinérance dans
dans les hébergements d'urgence. Puis ce qui était aussi observé, c'était que c'était difficile à ce moment-là de sortir de l'itinérance, de sortir des hébergements d'urgence. Donc, avec nos partenaires intersectoriels, on a eu à un moment donné à se poser la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut aider et soutenir ces personnes-là, nouvellement en situation d'itinérance, pour éviter qu'elles s'ancrent dans l'itinérance? Et c'est là que, après du brainstorming là, à plusieurs étapes, est née l'approche ERL, entrée rapide en logement. Donc, c'est une adaptation. C'est vraiment, nous, à Montréal, on a mis ça en place. C'est une adaptation du SRA, dans le fond. Donc, c'est une intervention qui va se déployer en logement privé, qui va viser là, à favoriser l'accès à un logement de façon rapide. Ça s'accompagne de subventions locatives. Et il y a un accompagnement aussi psychosocial qui est assuré sur du court terme. Donc, c'est vraiment la particularité de l'approche ERL, c'est d'être une intervention ponctuelle. Ça peut être 3, 4, 6 mois, mais l'idée, c'est vraiment d'offrir cette intervention-là à des personnes en situation d'itinérance situationnelle. Tu sais, c'est vraiment comme un petit coup de pied là, tu sais, pour aider la personne, pas un coup de pied, là, mais un levier là, pour dire on t'aide et voilà, après ça, la personne peut poursuivre sa vie dans l'appartement, malheureusement sans subvention locative. Donc, voilà. Aussi, l'approche de la prévention de la perte imminente du logement. Donc, ça aussi, pendant la COVID, évidemment, les gens perdaient leur logement, arrivaient dans les hébergements d'urgence. Donc, OK, il y a des gens fragilisés qui perdent leur logement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir en amont? Donc, c'est vraiment là, des projets qui ont émergé durant la pandémie pour venir justement soutenir les personnes vulnérables en appartement, avec une histoire d'itinérance ou pas, là, c'est selon les projets. Donc, ça peut se déployer tant en logement privé qu'en logement social communautaire. Et vraiment, c'est d'intervenir dans une situation de perte imminente du logement. Là. Pas, mettons, dans un an, c'est vraiment demain matin, dans 3 semaines, la personne risque de perdre son logement, peu importe les raisons. Donc, l'accompagnement offert, c'est vraiment un suivi individuel, ponctuel, à court ou moyen terme, puis ça peut prendre différentes figures. Là. Ça peut être de l'accompagnement intensif psychosocial dans une période de crise, de désorganisation, peu importe, là, mais dans une période où la personne, elle est plus en mesure d'assurer là, ses responsabilités liées à son logement. Il peut s'agir aussi de rembourser des dettes de logement pour des personnes pour qui ça serait nécessaire pour maintenir le logement. Ça peut aussi s'avérer là, être de l'aide au désencombrement des logements. Des fois, ça peut mener aussi à la perte du logement chez des personnes. Donc, voilà, je crois que je parle quand même assez vite, mais en tout cas, je vais... Donc, ça, évidemment, ces approches-là, il y a toutes sortes de variations aussi. Là. Tu sais, c'est pas quatre approches linéaires. Là. Il peut y avoir des variations. Mais ce que je trouvais important de mettre en relief aussi, c'était par rapport au continuum de services d'hébergement, logement, en itinérance, c'est de voir à quel point ces approches-là, c'est important de les appliquer, tu sais, aux bonnes personnes, au bon moment aussi de leur parcours de vie. Donc, par exemple, des personnes qui seraient en situation d'itinérance extérieure, donc des personnes qui vivent dans des campements, dans des lieux publics, bien, à ce moment-là, l'approche SRA, financée par Vers un chez soi, ça peut être une bonne façon de permettre à des personnes là, de sortir de la rue. Il y a aussi les ERL qui pourraient être appropriés, comme il peut y avoir des personnes en situation d'itinérance plus situationnelle. Donc, je ne vais pas le faire prendre chacun des cas de figure, mais ultimement, c'est vraiment de faire valoir que ces approches-là doivent être adaptées au profil de la personne, au bon moment de la vie de la personne et dans les bonnes conditions, je dirais. Je trouvais ça important de faire valoir des résultats obtenus là, par les projets communautaires qui sont financés là, par le Service régional de l'itinérance. Donc, c'est des résultats 2024-2025.
En matière de placement et accompagnement logement, il y a 561 personnes en situation d'itinérance là, qui ont obtenu un logement subventionné avec accompagnement, que ce soit dans du logement social ou privé. Donc, parmi celles-ci, il y en a 167 qui ont été logées en vertu d'une approche SRA-VCS. Il y en a 113 qui ont été logées selon l'approche EARL. 108 logés selon l'approche SRA avec les PSL de l'Office municipal d'habitation et 173 personnes qui ont pu intégrer des nouvelles unités de logement social qui ont finalement ouvert leurs portes là, en 2024-2025. Donc, voilà. En matière de prévention de la perte imminente du logement, 1143 personnes ont reçu une intervention leur permettant de garder le logement qu'ils étaient sur le point de perdre. Donc, ça leur a évidemment évité un retour à la rue là, pour plusieurs d'entre eux. Parmi ces personnes, 68 % étaient des hommes, 32 étaient des femmes. Donc, ça, c'est grosso modo assez... à l'image là, de la proportion là, d'hommes et de femmes en situation d'itinérance à Montréal. Il y a 12 % des personnes qui étaient des jeunes, âgés de 18 à 24 ans, 7 % des personnes aînées, donc, et 3 % des personnes autochtones. En matière de SCLSC, soutien communautaire en logement social et communautaire, 17 470 personnes sont soutenues par de l'accompagnement de type SCLSC à Montréal. C'est sûr que là, il n'est pas juste question de personnes en situation d'itinérance, c'est vraiment l'approche large. Et parmi ces personnes-là, il y a 61% des personnes qui étaient des aînés. Il y a une petite coquille, homme, c'est une erreur, donc des aînés, ça peut être des hommes, des femmes. Et 24% étaient des personnes qui avaient vécu l'itinérance et qui avaient des troubles concomitants, santé mentale, dépendance. Voilà. Donc, en conclusion, je trouvais ça important de faire valoir qu'il y avait plusieurs programmes et approches qui pouvaient soutenir l'accès au logement et l'accompagnement pour la stabilité résidentielle des personnes en situation d'itinérance à Montréal. Je le répète, ces personnes permettent de joindre différents profils de personnes à différents moments de leur parcours. L'important étant d'assurer la bonne intervention au bon moment pour que ça puisse se solder par des succès et non pas pour mettre la personne dans des situations d'échec et de retour possible à la rue. La collaboration entre les différents acteurs en itinérance, c'est essentiel, toujours pour venir renforcer les réponses et favoriser la stabilité résidentielle. Puis j'ajouterais aussi que c'est important, tu sais, nous, au service régional, on a quand même la chance d'administrer des programmes. Certains sont plus normés, d'autres le sont un petit peu moins. Puis c'est avec cette petite flexibilité-là qu'on peut venir, avec les partenaires communautaires, modifier des approches, adapter des programmes pour venir répondre aux besoins des personnes comme ils se trouvent, là, comme les besoins s'observent là, sur le terrain. Donc, voilà, peut-être que vous vous direz que 561 personnes en situation d'itinérance, c'est pas beaucoup. Personnes logées dans l'année 24-25, mais c'est quand même le fruit là, de travail monstre là, exercé par le milieu communautaire pour soutenir là, l'accompagnement de ces personnes-là et l'accès à un logement. Donc, chaque personne qui sort de la rue, ça compte. Donc, voilà, merci. C'est à moi. Bon, je tiens à remercier nos conférenciers pour des présentations. Une des choses que je retiens, c'est la flexibilité, la nécessité d'avoir plusieurs différentes approches. Véronique, dans notre cas, à Mission Bon Accueil, depuis le début des ERL, on a logé 547 personnes jusqu'à aujourd'hui. Et 85% de ces personnes sont toujours en logement. Alors, c'est des bonnes nouvelles. Je pense que oui, on est face à une crise de l'itinérance, mais en gros, il faut dire qu'on loge plus de personnes que jamais. Le problème, c'est que les entrées sont plus nombreuses que les sorties. Des questions. Si vous avez des questions, je vous invite à prendre avantage du micro parce que pour les personnes qui nous joignent en ligne, c'est important que ces personnes-là peuvent entendre vos questions.
puis aussi entendre les réponses de nos conférenciers. Alors, je vous invite directement au micro, que vos questions soient en anglais ou en français. On va s'ajuster parce qu'on est flexible. Bonjour, ça marche? Oui. Le micro, oui. Ron Rayside, bonjour, je suis architecte. C'est par rapport à la dernière présentation, le CIUS, par rapport au nombre, parce qu'on voit sur la rue énormément du monde qui sort d'une rupture avec leur logement. Ça veut dire que j'en ai aucune idée, le nombre. Puis, il y a beaucoup de monde qui dit fournir un logement, ça ne donne rien. Il y a besoin d'un fort accompagnement. Mais est-ce que vous avez une notion, parce que ces programmes-là, d'ailleurs, je ne savais pas si ça existait, là, mais donc, merci pour ça, mais est-ce que vous avez une notion de l'ampleur de la demande? Ça veut dire que vous êtes, même si c'est déjà quelque chose, mais est-ce que vous savez que, d'abord, est-ce que beaucoup les organismes sur le terrain, est-ce qu'ils sont au courant de ces programmes-là? Puis, c'est quoi l'ampleur de la demande à laquelle vous n'êtes pas capable de répondre? Oui, c'est ça. Là. Oui, effectivement, notre réseau de partenaires est quand même au fait de ces approches-là, mais nous, on avait commencé déjà, on voyait, on observait qu'il y avait quand même un peu de confusion là, sur les différentes approches, d'où le fait qu'on a commencé à organiser des rencontres avec les partenaires, nos différents partenaires, là, pour expliquer ces approches-là. Donc, parce que c'était mélangeant, complètement. Puis on s'est rendu compte que tout le monde était là, mon Dieu, wow, c'est donc bien super, là, d'où le fait là, que je suis ici aujourd'hui. L'ampleur de la demande, ben c'est sûr qu'on aimerait en faire plus. Il y a quelque chose que, comme Sam l'a mentionné, ben, premièrement, l'entrée actuellement est plus importante que les sorties, mais les sorties sont plus difficiles aussi parce qu'il y a une crise du logement abordable. Fait que c'est sûr qu'il y a des conditions là, qui viennent complexifier la situation, mais c'est sûr que nous, au service régional, on gère des enveloppes de financement, puis tous nos sous sont octroyés là, pour soutenir le plus de personnes possible là, pour sortir de l'itinérance. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Merci de votre question. Autre question? Je suis sûr que vous avez des questions. Merci beaucoup. Can I ask in English? It's okay. I was having a little bit of trouble understanding. My name is Richard. I'm from City of Toronto, and we also run a number of housing subsidy programs. And I think there was one that was mentioned that's of limited duration, 3 to 6 months, to give someone a kick. Is that what I heard? Yeah. That's the ERL program. Yeah, that's, I think, the one. I made notes and left them over there. But I'm really interested to know what percent were able to move on after that, and whether there were some that needed ongoing support, and was there a program for that, for these people? Juste pour être sûr d'avoir bien compris la question, parce que je ne suis pas parfaitement bilingue. Donc, Sam, donc la question, c'était vraiment le pourcentage de personnes que Bien, dans ton programme de ERL, oui. Ton programme. Oui, non. Dans le fond, c'est à court terme. Oui. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe pour les autres? Est-ce qu'il y a un suivi pour les personnes qui ont besoin d'un petit peu plus à long terme? Puis, combien qu'il y en a qui sont encore, qui ont réussi à atteindre comme une forme de stabilité là, parmi ERL? Bien, c'est sûr que là, actuellement, nous, on fait beaucoup avec les données de nos partenaires communautaires. Donc là, M. Watts vient de parler qu'il y avait 85 % des personnes qui avaient logé qui étaient encore en logement. C'est sûr que nous, ce qu'on en sait, c'est que les intervenants ne vont pas se retirer si jamais ils observent que la personne n'est pas en mesure là, de maintenir ses acquis. Donc, à ce moment-là, il va y avoir un référencement qui va être fait aussi avec auprès des organismes pour venir
continuer là, de soutenir les personnes. Mais nous, éventuellement, ce qu'on trouverait vraiment bien, c'est justement d'évaluer cette approche-là, comme en bonne et due forme pour voir c'est quoi là, le succès, l'efficacité, qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux, là, justement, pour pouvoir venir la documenter. Parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment une approche qui est née d'un brainstorm dans une situation où on essayait de trouver des solutions. Donc, l'idée, ça serait de procéder à une évaluation là, pour pouvoir avoir justement plus de données sur l'approche comme telle. And just a little bit, because we've used that program very extensively in the organization that I lead. And it works largely with private landlords. And the idea is that you try to target people who are likely to succeed in housing because maybe they've just had 3 to 6 bad months of life. So you help them get back into housing, give them a nest egg of free rent for 3 to 6 months, depends on the case. And then once that's over, chances are they've reestablished themselves. And if they haven't, then we continue the follow-up. So there's no dropping somebody after a period of time. I don't know if that helps. Yes, thanks very much. Peut-être notre dernière question parce que je suis ici puis il y a un lunch qui s'en vient puis je veux pas vous empêcher. Bonjour, and my question is going to be in English as well. Following up, you just kind of just quickly touched about it. I'm just curious. You were talking about planning for or designing for death. I think my mic has just gone dead. No, and I just was curious, how would you approach that? Like, I just thought that was a really interesting thought, but I wasn't sure what you were meaning by that. Thank you for your question. I think why we put it in like avenues of research is also because it's not been researched or addressed in general in housing, but it was really like a need, that was voiced to us when we were doing like the photographic interviews and when we were talking with intervention workers. One way that was talked about was the question of having places for when someone deceases, with all their belongings. There is like this question of transition, but there is also the question of like grief among people that live together and that they don't necessarily have the time to grieve, and there's quickly someone else that will take the space because it's needed. So I think it encompasses a lot of different things, including like grief, but also like transition from like for the family or the people that are like around that person. Yes. Hi. Also, if I might add, what we've noticed at the organization that we were working with is that, like, for the elderly, like 55 plus, like, once after like going through an experience of homelessness, like once they get like in a house, in an apartment, like their health sometimes just drastically goes down and they pass away like very quickly, even though like maybe they discovered that they have a certain issue, like health issue. So it all comes back when like someone's more stabilized. So like how also to deal with that in terms of grief, but also like how fast can someone perhaps can pass away once they're in a housing situation. See. The reality is we've got one program that I can think of in our organization where 1,000 people roughly were housed, and 8% of them over a period of 10 years passed away. So you do have to account for that factor and the reality that there is a grieving process, but also at the same time that there's a move out and move in process, which sometimes can get in the way of that. But je tiens à vous remercier tout le monde d'être parmi nous. J'espère que les présentations ont été quelque chose que vous avez aimé, et je vous invite de retourner à la salle de plénière. We're going to have a very good presentation over lunch. Any of you who know the Bare Naked Ladies, well, he's going to be there. So, merci tout le monde.